Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques petits détails techniques avant de commencer dans le vif du sujet de notre conférence. Je vous prie bien entendu de mettre vos téléphones sur silence, voire même de les éteindre pour éviter d'être gênés par des nouvelles qui pourraient vous arriver en cours de conférence. La conférence va durer environ 1 heure. Vous aurez le temps ensuite de poser des questions à nos deux invités. Et je me permets de passer directement la parole à mademoiselle Lisa Morales, qui est coordinatrice de la Semaine de la durabilité de l'Université de Genève. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue, du coup, à cette conférence d'ouverture de la Semaine de la durabilité. Ce soir, c'est en tant que co-coordinatrice du groupe de travail de l'Association des étudiants pour le développement durable, à l'origine du coup de l'organisation de cette semaine avec l'IHEID, que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bien mûris depuis des mois, nous nous sommes dévoués corps et âme pour vous proposer une série d'événements, de conférences et d'ateliers ayant pour but de rendre compte de la situation actuelle et de se projeter avec optimisme vers un avenir plus durable à l'heure des prédictions toujours plus alarmantes des rapports du GIEC et des bouleversements géopolitiques actuels qui mettent, selon moi, d'autant plus en lumière l'importance d'atteindre les objectifs du développement durable. Les fruits de l'engagement bénévole de Christian, Louise, Kéliane, Chloé, Syrah, Sophia, Milena, Laetitia, Mathilde, Salomé, Claudine, Émilie et moi-même n'auraient pas été les mêmes sans le soutien du rectorat, donc de l'Université de Genève, et tout particulièrement de Fabrice Calam et Constance Müller. C'est pourquoi nous tenons vivement à les remercier, eux, ainsi que bien sûr les membres des associations ayant accepté de participer bénévolement aux différents événements de la semaine, mais aussi à tous les intervenants et intervenantes qui nous font l'honneur de leur présence cette semaine. Merci également à vous, cher public, d'être présents ce soir et j'espère pour tout le reste de la semaine de la durabilité. Votre présence qui du coup est pour nous la plus belle des récompenses. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à participer à cette semaine de la durabilité que nous en avons pris à l'organiser et vous laisse désormais avec l'agréable compagnie de monsieur le vice-recteur. Merci. Merci Lisa. Madame la vice-rectrice, chers collègues, chères étudiantes et étudiants, chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers amis et amies de l'université, j'aimerais en introduction de cette conférence vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue et saluer tout particulièrement les enseignantes et enseignants et étudiants du cours transversal sur le développement durable qui ont décidé ce soir de venir assister à cet événement en lieu et place du cours qui habituellement se tient en ce moment le lundi soir. Si l'Université de Genève propose un cours transversal sur la durabilité accessible à toutes et tous au niveau du bachelor, c'est que nous sommes convaincus que les défis à relever nécessitent la participation, le dialogue de toutes les disciplines et de toutes les sensibilités. C'est aussi que nous sommes convaincus de la nécessité de placer ces questions non seulement dans l'ensemble de nos cursus, mais également au cœur de notre travail d'expertise et de diffusion des savoirs à la Cité. Votre université s'est notamment dotée d'une stratégie ambitieuse articulée autour des 17 objectifs de développement durable qui doivent nous servir de boussole pour transformer notre institution dans toutes ses dimensions. Cette conférence qui ouvre la semaine de la durabilité 2022 est un bel exemple du travail commun entre notre communauté étudiante et le rectorat dans ce domaine. Nous accueillons ce soir le dialogue entre deux personnalités qui se connaissent bien et qui pratiquent cette interdisciplinarité. Nos deux conférenciers ont récemment participé à l'ouvrage collectif « Retour sur Terre » qui promeut des propositions fortes pour un changement de société radical face à la destruction accélérée de la nature et aux inégalités. Dans cet ouvrage, ils nous appellent collectivement et individuellement à changer de rapport au monde. Nos deux invités, Dominique Bourg, philosophe, titulaire de nombreux diplômes, dont 2 doctorats, a enseigné à l'Institut d'études politiques à Paris, à l'Université technologique de Troyes, puis à la Faculté des géosciences
et de l'environnement de l'Université de Lausanne, dont il est aujourd'hui professeur honoraire. Personnalité engagée, il préside le conseil scientifique de la Fondation Zoéine, après avoir participé notamment à la commission Coppens, qui a rédigé la charte de l'environnement. Auteur de nombreux ouvrages, dont le dictionnaire de la pensée écologique, il est également co-directeur de la collection Développement durable et innovation institutionnelle aux presses universitaires de France. Son dernier ouvrage, Primauté du vivant, essai sur le pensable, coécrit avec Sophie Svaten, pose les fondements d'une philosophie de l'écologie indispensable, selon eux, à la création d'un nouveau récit commun pour l'humanité et la nature. Johan Chapoutot, historien, a travaillé dans de nombreuses institutions, dont l'Université de Grenoble, l'Université Paris III et la Freie Universität à Berlin. Il est désormais professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Spécialiste de l'Allemagne contemporaine et plus particulièrement du nazisme, il est l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages qui contribuent au renouveau de la science historique sur ce sujet. Citons parmi d'autres La Révolution culturelle nazie, paru en 2017, et Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, en 2020. Son dernier ouvrage, Le grand récit, Introduction à l'histoire de notre temps, questionne la définition même de l'histoire et analyse la construction des grands récits de notre modernité occidentale en éclairant la façon dont nous habitons le temps. L'invite du dialogue de ce soir, l'histoire a-t-elle un avenir, résonne tout particulièrement en ce moment où, à l'est de l'Europe, l'histoire s'accélère, se répète ou hésite selon les divers analystes. Est-il encore temps, messieurs, d'imaginer un récit collectif permettant de réconcilier l'histoire, notre présent si particulier, et un futur que nous souhaitons tous désirable? Merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous et à toutes pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Et je vous passe la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence. C'est un dialogue auto-modéré et auto-géré que nous allons mener avec Dominique, qui va porter sur... c'est en tout cas la manière dont nous avions intitulé la petite invitation à ce dialogue, qui va porter sur la manière de resynchroniser les différentes temporalités qui nous gouvernent. La temporalité humaine à l'échelle individuelle, une temporalité finie, puisque nous en avons hélas conscience, nous sommes mortels, une temporalité civilisationnelle, historique au sens large, puis une temporalité naturelle et géologique. Et on a vu, et Dominique reviendra là-dessus, que avec la notion d'anthropocène, on peut penser les contradictions qu'il peut y avoir entre ces différentes temporalités, les heurts, voire les incompatibilités et les exclusions mutuelles. Synchroniser les récits, c'est essayer de penser la possibilité d'une histoire, d'où le titre que nous avons donné à cette rencontre. L'histoire a-t-elle encore un avenir? Ce qui peut paraître être un titre paradoxal, puisque l'histoire fait référence au passé, paraît-il, et l'avenir, évidemment, s'oppose au passé. Sauf que c'est un petit peu plus profond que cela. Essayer de penser une temporalité humaine, une possibilité de vivre en humain sur cette terre que nous menaçons et que nous détruisons gaillardement, ça peut s'opposer à ce que l'on entend aujourd'hui, alors certes de manière négative, mais on entend parler de retour de l'histoire. Ce qui, personnellement, en tant qu'historien, me questionne. Retour de l'histoire, c'était la couverture du magazine Time il n'y a pas très longtemps. On voyait un char d'assaut, j'allais dire soviétique, mais russe, mais c'est de fait un char d'assaut d'époque soviétique, un T-72, sur fond de paysage de l'Est, avec une couleur noir et blanc. Évidemment, retour de l'histoire égale retour de la guerre et inversement. Comme si, au fond, l'histoire, ce n'était que l'événement tragique, l'événement inhumain, l'événement douloureux, et comme si l'histoire, c'était effectivement une photo en noir et blanc d'un tank lancé à la conquête d'un paysage de l'Est, réitération ou réduplication de ce qui s'est passé il y a quelques décennies sur ces mêmes territoires. Et ça interroge forcément l'historien, parce que ce n'est pas forcément l'histoire que l'on pratique, l'histoire que l'on aime, l'histoire que l'on vit, et surtout la raison pour laquelle on s'est engagé soi-même à étudier l'histoire, à y vouer sa vie
et à y vouer sa propre histoire. Une grande partie de son temps, une grande partie de mon temps est consacrée à cette discipline que j'aime pour toutes les qualités qu'elle a, notamment d'empathie, d'imagination, de voyage, de compréhension, d'intelligence, mais également tout simplement parce qu'elle me permet, cette discipline, de donner un sens humain à ma vie et de tisser la trame de mon existence de manière proprement humaine, en étant à peu près maître de mon temps et en donnant du sens à mon activité. Et c'est pour ça que lorsque on me parle de retour de l'histoire, parce que subitement un autocrate mal léché a décidé d'attaquer un pays et de lancer ses chars d'assaut, de lancer son infanterie, de lancer ses missiles, ça ne me convient pas. Et je me dis qu'il y a mal donne ou qu'il y a malentendu. Et qu'il faut vraiment qu'on s'entende sur ce que c'est que l'histoire. L'histoire, ce n'est pas que le chaos et le fracas, ce n'est pas que la violence, ce n'est pas que, comme disait Shakespeare, cette citation maintes fois répétée, hein, ce chaos et cette fureur, ce fracas, raconté par un fou. C'est bien l'impression qu'on pourrait avoir, et c'est bien l'impression, cela dit, que personnellement, moi j'ai eu lorsque j'ai constaté cette concomitance vraiment très troublante. Un dimanche après-midi, l'autocrate en question a brandi la menace nucléaire, et le lundi matin, le GIEC publiait son rapport complémentaire. Et là, il y avait confrontation de deux histoires, de deux récits, de deux temporalités, qui m'a vraiment fait songer à ce que Kant écrit dans l'histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. C'est un très beau texte de 1784 où Emmanuel Kant essaie de penser une logique de l'histoire qui pourrait peut-être déceler un sens et qui pourrait peut-être être matière à espoir pour nous. Essayer de faire rimer donc histoire et espoir, ce qui est une grande entreprise des XVIIIe et XIXe siècles. Et Emmanuel Kant débute son texte en écrivant ceci, en disant, je cite de mémoire, on ne peut se défendre d'une certaine humeur, Unmut en allemand, on ne peut se défendre d'une certaine humeur en constatant les effroyables enfantillages dont les hommes se rendent coupables. Quelque chose comme ça. Et c'est véritablement ce que j'ai songé, sur quoi j'ai songé, en écoutant l'autocrate brandir ses missiles, au moment même où une véritable histoire, quelque chose de véritablement sérieux et de véritablement tragique était en train de se produire. Comme si nous vivions dans une espèce bien curieuse qui cherchait tous les divertissements, au sens pascalien du terme, c'est-à-dire ces choses qui nous détournent de l'essentiel pour ne pas voir l'essentiel. Cet essentiel qui se produit depuis, alors les datations varient, hein, depuis les années 1780 avec l'invention de la machine à vapeur, depuis l'ère atomique en 1945, depuis la première révolution industrielle dans les années, entre les années 1780 justement et 1820, ou la seconde révolution industrielle. Les datations varient, mais le constat est bien là. L'homme est devenu une force naturelle, sa liberté introduit une nécessité dans le devenir naturel, une irréductibilité et une irréfragabilité, quelque chose qui n'est pas rattrapable. Et les géophysiciens sont bien là pour nous montrer ce que sont des boucles de rétroaction, ce que sont des effets cumulatifs. Donc au moment où nous avons conscience de cela, où la connaissance de ce qui se produit, de cette véritable histoire proprement tragique, parce qu'elle met en péril tout simplement, non pas la planète n'a pas besoin de nous, pas seulement l'humain non plus, mais le vivant dans son ensemble, au moment où nous savons cela, eh bien, nous ressuscitons les fantômes un peu paléontologiques de la guerre froide. On reparle de missiles, on reparle de nucléaire. Un docteur Folamour, assis au Kremlin, brandit ces menaces nucléaires. Il y avait, si vous voulez, un choc de temporalité et de récit qui était proprement absurde du point de vue du spectateur. Au lieu de s'occuper, alors désolé de citer un grand penseur contemporain qui est le président Jacques Chirac, mais il a quand même prononcé une phrase importante dans sa carrière qui est que la maison brûle et nous regardons ailleurs. Et nous faisons tout d'ailleurs pour regarder ailleurs et nous mettons nous-mêmes en scène le spectacle. Non pas que ce qui se passe à l'Est aujourd'hui n'est pas tragique et absolument inhumain et inacceptable, bien entendu,
mais le fait même que des représentants d'une espèce qui sont eux-mêmes aux premières loges de la catastrophe écologique, parce que la toundra brûle, parce que la Sibérie se réchauffe et s'assèche, et l'autocrate en est bien conscient de tout cela, eh bien, ces mêmes gens-là, qui profitent de cette situation-là, ressuscitent une fausse histoire, au fond. C'est pas ça, l'histoire. Alors, je vais essayer de mon côté de lier les deux et de décrire ce qui se passe en ce moment en Ukraine comme en fait la première guerre de l'Anthropocène. Et quand je dis la première, je suis très optimiste. Je suppose qu'il y en aura d'autres. Anthropocène, je vous rappelle, l'idée de l'Anthropocène, c'est l'idée d'une humanité qui serait devenue la première force géologique au long de la seconde moitié du XXe siècle. On a une population humaine qui, entre 50 et 2000, double, passe de 3 à 6 milliards, et un PIB mondial qui va, durant la période, décupler. Et en général, même, vous avez certains auteurs qui vont parler de beau d'anthropocène. C'est-à-dire, et chez Crutzen, c'était ça l'idée, c'était de magnifier la puissance des êtres humains. Et l'idée de Crutzen, c'était de pouvoir, donc celui qui a inventé l'expression d'anthropocène, c'était de légitimer la géo-ingénierie avec des aérosols, en imitant un peu l'effet d'un volcan, qu'on répandrait en permanence dans les hautes couches d'atmosphère pour réduire les effets du dérèglement climatique et notamment, là, pour le coup, on peut le dire, du réchauffement climatique. Or, ça, je pense que c'est une vision extrêmement simpliste de l'Anthropocène. Peut-être que les premières décennies, elles peuvent apparaître comme une espèce de montée en majesté du genre humain, mais en fait, ce qu'on constate depuis 2018, c'est que l'on est passé dans le deuxième moment de l'Anthropocène, c'est-à-dire le moment des effets boomerang. Et c'est là que je vais essayer de faire le lien entre, si vous voulez, ce qui se passe en ce moment, ce qu'a décidé l'autocrate dont tu viens de parler, Johan, et puis, de manière générale, le dérèglement climatique. Pour ma part, je ne vais pas l'interpréter comme un divertissement. Je vais proposer une autre interprétation. Alors, elle n'est pas totalement solide, parce qu'elle inclut une forme d'anticipation, mais pour ma part, cette guerre est plutôt le signe de l'entrée dans la deuxième phase de l'Anthropocène, pour la raison suivante, et j'ai essayé d'avancer cette expression, même de parler de fascisme climatique. Alors c'est quoi le fascisme climatique? C'est évidemment ne pas dénier le phénomène comme on le fait dans les démocraties libérales. On est bien écouté, les scientifiques du climat, etc. Mais vous savez très bien qu'on n'en tient absolument pas compte. Je vous rappelle qu'après chaque COP, les émissions mondiales continuent à augmenter. Et le résultat de la COP 26, selon certaines estimations, c'est que les émissions d'ici à 2030 vont augmenter de 14%, prenant comme base le niveau d'émissions de 2010, et même pas 90. Donc plus important. Ça sera peut-être plus, mais en tout cas, ça sera difficilement moins, alors que si on ne veut pas exploser les 2 degrés, il faudrait diminuer d'ici à 2030 les émissions mondiales de moitié. Donc là, c'est ce qu'on fait nous. En fait, pour ma part, j'aurais tendance à interpréter ce qui se passe avec cette guerre en prenant au sérieux ce que disait Poutine et ce que vient de dire encore un ambassadeur chinois, à savoir que la guerre de l'Ukraine, c'est l'entrée dans un nouvel ordre mondial. Alors, le mot ordre est à mettre entre guillemets, c'est plutôt un désordre mondial où, en fait, il apparaîtrait tout à fait normal, et c'est comme ça que les Chinois perçoivent de façon évidente l'invasion de l'Ukraine, le massacre, j'y reviendrai, de l'Ukraine, eh bien, c'est le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la possibilité pour un empire d'écraser un voisin, et d'écraser sans vergogne son opposition ou ses minorités. Vous pouvez penser aux Ouïghours ou aux oppositions, entre guillemets, politiques russes. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, ce faisant, ces sociétés anticipent sur le rapport 2 du GIEC, le rapport sur la vulnérabilité des sociétés et des écosystèmes auxquels tu as fait allusion. C'est-à-dire qu'effectivement, on va rentrer dans un monde
difficile, extrêmement perturbé, violent, où on pourrait très bien imaginer qu'il faille lutter pour des besoins vitaux. Et l'attitude du Kremlin est très claire. La planète est un camp où les maîtres doivent dominer. Encore aujourd'hui, je vous invite à lire un petit papier très bien fait du traducteur de Solzhenitsyn, du traducteur français de Solzhenitsyn, qui reprend aussi des propos d'une historienne qui s'appelle Françoise Thom, selon lequel, en fait, la hiérarchie du goulag entre les maîtres et les esclaves a complètement imprimé la société soviétique. En fait, Poutine, c'est avant tout un caïd. Et le traducteur en question relève le vocabulaire qui est celui des caïds moscovites. Vous savez qu'au moment où Poutine fait son apparition politique à Saint-Pétersbourg, il est connu pour être un des mafieux de la ville. Et il en a le vocabulaire. Et de temps en temps, ce vocabulaire, vous le réentendez. En tout cas, évidemment, grâce à l'aide des traducteurs. Donc, tout simplement, le fascisme climatique, ça consiste à anticiper sur les désordres à venir et tirer argument de ces désordres pour mettre fin à toutes les formes de frein possibles à la violence. Je vous rappelle qu'en ce moment, en Ukraine, et on s'en rend de mieux en mieux compte, semaine après semaine, vous avez un État détenteur de l'arme nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, qui écrase sous les bombes une population civile, qui affame cette population civile, qui la déporte, qui en torture des membres, affame, assoiffe, terrorise, et sans aucune raison. En tout cas, aucune raison réelle. Quand on vous dit que c'est l'OTAN, c'est en fait le souci que la Russie de sa sécurité, écoutez, c'est vraiment se foutre de nous. C'est un pays qui, en 80 ans, Finlande, pays baltes, Hongrie, Tchécoslovaquie, Tchétchénie, Syrie, Ukraine, qui a une passion largement partagée par la population. Un sondage aujourd'hui nous révèle que 70% des Russes, 70% des Russes sont favorables à l'agression de l'Ukraine. C'est un pays qui a passé son temps à écraser ses voisins. Donc effectivement, si il faut tenir et prendre au sérieux le désir de sécurité de ce pays, qui est tout à fait paradoxal, eh bien, effectivement, il faudrait finlandiser toute l'Europe, comme c'est apparu d'ailleurs sur une agence officielle pendant quelques dizaines de minutes, il y a quelques jours. Donc, effectivement, si vous voulez, on peut imaginer, et on peut défendre cette idée d'un fascisme climatique, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comment vous voulez, à l'avenir, réduire, avec une concertation entre les nations, les émissions mondiales de gaz à effet de serre, comment vous voulez réduire nos impacts sur la biodiversité avec un empire qui tue et qui est soutenu par un autre empire, l'empire chinois, qui ne trouve rien à redire à ce qui pourrait ressembler à un génocide. Si vous pensez qu'on va pouvoir s'entendre avec des criminels de guerre, peut-être qu'il sera même possible de les taxer de génocidaires pour réduire les émissions mondiales. Je pense que là, il y a un problème. Et c'est la difficulté devant laquelle nous allons être. Et je pense qu'il faut la regarder bien en face. Je ne sais pas ce sur quoi va déboucher ce conflit. Personne ne le sait. Le propre d'un conflit, c'est que ça peut évoluer de façon très différente. On peut avoir des surprises dans un sens comme dans un autre. Mais en tout cas, il y a une page qui s'est tournée. Et il y a désormais une scène internationale qui est totalement orthogonale avec le défi, le premier défi gigantesque auquel l'humanité est désormais confrontée, c'est celui de sa propre survie.
Et je ne pense pas, j'en termine là, que la guerre qui vient d'éclater en Ukraine favorise la résolution, si tant est qu'on puisse le résoudre, de cet immense défi. Alors avant que Dominique nous invite à prendre de l'arsenic dans notre tisane ce soir, je vais essayer de... C'est un augustinien, Dominique Bourg, hein, donc il est plus calviniste que vous, figurez-vous. Je vais essayer de redonner quelques motifs d'espoir, en essayant de prendre au sérieux cette expression de retour de l'histoire. La prendre au sérieux au sens où elle est employée communément dans les médias et dans le monde politique, parce que l'histoire n'est jamais partie et elle n'a pas besoin de revenir. L'histoire, encore une fois, c'est notre vie même, c'est notre quotidien, c'est la manière dont nous donnons sens à notre existence en essayant de lire et de vivre le temps, en construisant un monde humain avec nos enfants, avec nos proches, avec nos étudiants, avec nos amis, etc. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que peut-être que l'époque, si elle est au désenchantement macro-politique, peut être au réinvestissement du micro-politique, à la culture de son propre jardin et à la recréation d'un univers commun à des échelles beaucoup plus réduites, mais sans doute beaucoup plus réalistes. Et en tout cas, moi, j'en tire un motif d'espoir en observant ce qui se passe un petit peu partout dans la société, comme votre présence ce soir. Mais cette expression de retour de l'histoire, je vais repartir de ce que Dominique a dit, et ce qu'il a écrit surtout dans un article très intéressant de la revue AOC, une revue en ligne, où au fond, Dominique, tu montres que le monde, tel que le pensent ces fascistes climatiques, est en fait un monde où il n'y a plus de règles de droit international et où des empires juxtaposés doivent être libres à l'intérieur de leurs propres frontières de massacrer comme ils l'entendent. Et la comparaison a beaucoup été faite ces derniers temps entre l'autocrate du Kremlin et un autre autocrate qui a régné en Allemagne entre 1933 et 1945. Et de fait, cette comparaison, elle est intéressante. Toute comparaison est légitime en histoire. On peut tout comparer. Le simple fait de faire de l'histoire, c'est déjà comparer. Puisque moi, qui suis dans le présent, je parle du passé. Donc il y a forcément toujours déjà un élément de comparaison. Toute comparaison est légitime. Ensuite, il ne faut pas verser dans l'amalgame ou l'assimilation. On peut voir les spécificités, les différences. Donc allons-y, Poutine, Hitler, allons-y avec la Russie actuelle et puis le Troisième Reich. C'est très intéressant parce que des travaux d'historiens, alors ceux de Timothy Snyder par exemple dans Black Earth, Terre Noire, et puis les miens sur la conception nazie de la nature, ont montré que les nazis n'étaient pas du tout ces écologistes que certains éditorialistes de plateau décrivent complaisamment pour décrédibiliser l'option écologique en disant « Ah, regardez, Hitler était végétarien, les nazis étaient des écolos, donc vous qui êtes vegan, vous êtes nazi. » Bon, ça n'est pas très sérieux. Les nazis étaient des productivistes, des extractivistes forcenés qui considéraient toute réalité naturelle et humaine comme un fonds d'énergie à épuiser jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'à la mort, le travail jusqu'à la mort, jusqu'à l'épuisement létal. Et quant à la nature ou l'environnement, elle était elle-même considérée comme un pur objet qui devait être concassé, broyé, détruit, transformé en énergie pour propulser la machine productive et la machine de conquête, d'expansion territoriale du Reich. Et cette machine d'expansion territoriale, elle se fondait sur une analyse proprement panique, psychotique, de la situation obsidionale à leurs yeux du Troisième Reich, qui était une entité politique encerclée d'ennemis, mais également un espace vital, c'est comme cela qu'on l'appelle, mais en vérité en allemand, der Lebensraum, c'est le biotope. Un biotope, donc, insuffisant pour nourrir les dizaines de millions d'Allemands qui existaient, et puis les centaines de millions d'Allemands qui étaient appelés à arriver à l'existence. Et c'est pour cela qu'il fallait étendre ce biotope en conquérant, une fois de plus, les vastes plaines de l'Ukraine, avec ces 8 mètres de terre noire en profondeur, qui permettent des récoltes absolument fabuleuses, et qui ont dès lors toujours été un terrain de chasse et un objet de concupiscence pour les empires conquérants. Et la conception nazie des choses, c'était véritablement cela, étendre le biotope, sécuriser le périmètre en éteignant toute hostilité, soit en réduisant en esclavage une masse immense de population, la population slave, soit en faisant disparaître d'une manière ou d'une autre
d'autres éléments biologiques qui étaient considérés comme inassimilables et trop hostiles et qui devaient disparaître, soit par la déportation à abandon, soit par l'éradication biologique. Et à l'intérieur de cet empire, on ne massacrerait plus, ils étaient peut-être plus civilisés que l'autre. Parce que une fois qu'on aurait éliminé la menace biologique que constituaient les Juifs, eh bien, une paix plurimillénaire régnerait et la race germanique pourrait, pour les siècles des siècles, se vouer à sa vocation naturelle qui était de produire la substance biologique, faire des enfants et les nourrir. Et c'est véritablement un monde de paix qui s'annonçait pour eux, avec des frontières bien gardées par des légions de vétérans qui tiendraient à bonne distance l'Asie éternelle et puis une Amérique par trop enjuivée. Mais il y a véritablement des points de comparaison très clairs. Sauf que le motif d'espoir, il est là. C'est que la situation actuelle du fasciste climatique est totalement différente de celle des conquérants de l'époque, des années 30 et 40. Parce que, à la fin des années 1930, les nazis avaient fait une analyse qui, hélas, s'est avérée et qui s'est révélée juste, qui était celle de la faiblesse, du creux, de l'hypocrisie aussi, et de l'inconsistance des principes universalistes défendus par les démocraties occidentales. Ils dénonçaient, comme actuellement Moscou, ils dénonçaient ces principes universalistes comme étant faussement universalistes, mais réellement particularistes, c'est-à-dire servant les intérêts de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et par ailleurs, ils faisaient le pari qu'ils ont gagné, hélas, que ces démocraties ne feraient rien pour défendre ces principes et pour honorer leurs alliances en défendant les alliés, au premier chef la Tchécoslovaquie, seule démocratie à subsister en Europe centrale et en Europe de l'Est en 1938. Elles avaient toutes disparu, toutes. Il y avait une espèce de vague de dictature qui s'était abattue sur l'Europe. La seule qui demeurait, c'était la Tchécoslovaquie. Une espèce de miracle, si vous voulez, dans le contexte européen de l'époque. Eh bien, ce pays-là, les Britanniques et les Français l'ont abandonné en rase campagne. Les nazis, donc, ont gagné leur pari à cette époque-là. Aussi parce que ce qu'ils disaient eux-mêmes et ce qu'ils défendaient eux-mêmes, cette analyse biologique, déterministe, raciale, antisémite, était très largement partagée par les élites occidentales de l'époque. Là, on voit que la situation est totalement différente. Et que si personne ne va se risquer à l'affrontement direct avec une puissance qui dispose de 5000 ogives nucléaires, du moins, les sanctions sont là et les sanctions font mal. Et elles font mal, hélas, à la population russe, qui n'en demandait pas tant et qui n'a pas mérité ça, mais elles font mal aussi, et de plus en plus mal, et ça devient de plus en plus corrosif, à tous les cercles qui environnent l'autocrate, qui lui doivent tout, certes, mais qui le soutiennent aussi parce qu'il assure leur prospérité. Et là, ça s'est retourné. Et plus le temps passe, plus d'ailleurs l'armée russe, qui est bien plus faible que ce qu'on croyait, avec un équipement vétuste et des troupes d'infanterie. N'oublions pas que la grande force de l'armée russe a toujours été, rouge puis russe, ça a toujours été l'infanterie. Eh bien, cette infanterie se bat mal, parce qu'elle n'est pas motivée. Les soldats ne voient pas ce qu'ils font là, ils n'ont pas envie d'être là, et ils ne donnent pas de sens à leur violence, ils ne donnent pas de sens à leur guerre. Voilà. Ça se passe mal. Et là, pour le coup, on peut y voir un motif d'espoir, non seulement pour la conjoncture qui nous occupe, la conjoncture géopolitique qui nous préoccupe tous en ce moment, mais également peut-être pour le destin de ces fascismes climatiques dont tu parlais, Dominique. Pour ne pas me laisser aller à mon augustinisme primaire, je vais essayer de plus refouler la partie origène. Vous savez, Augustin, c'est l'inventeur du péché originel, et Origène, platonicien, il n'y a pas de non-être, donc en fait, même le démon est sauvé à la fin et tout le monde est sauvé. Peut-être que cette embardée hyper violente finira paradoxalement par déboucher sur quelque chose de positif. En tout cas, si c'était le cas, on ne pourrait que s'en féliciter. La première chose positive qui soit, c'est qu'on se rend compte de la vulnérabilité qui est la nôtre en matière d'énergie, et qu'au moins pour l'Europe, ce conflit peut être un accélérateur de décarbonation. En tout cas, c'est pas impossible. Mais je voudrais revenir, non pas du tout pour te contredire, mais pour essayer de sauver quand même un peu, si tu veux, cette idée de retour de l'histoire. Alors évidemment, c'est pas une idée d'historien, c'est une idée de philosophe.
et je vais l'expliciter sur ce plan. Effectivement, l'idée qu'on se fait de l'histoire à partir de l'idée d'état de nature, c'est-à-dire d'un état originaire de l'humanité qui serait violent, et la construction des sociétés civiles a pour vocation de pacifier les relations internes à la société. Et ensuite, l'idée, c'est de faire disparaître l'état de nature entre les différentes sociétés, et donc l'état de paix perpétuel, etc., d'avoir une communauté humaine qui réussit, enfin une communauté des nations qui réussit à pacifier ses relations comme l'État réussit à les pacifier à l'intérieur de la société. Et donc c'est en ce sens-là, effectivement, qu'on peut parler de retour de l'histoire. Mais je voudrais essayer de développer un petit peu cet aspect-là. C'est-à-dire qu'effectivement, souvenez-vous, Fukuyama, etc., la chute du mur, la démocratie va s'imposer partout. Et la démocratie, c'est le règne du doux commerce. Chacun est là pour assouvir le meilleur de ses passions. Et effectivement, l'ordre social est apaisé. Et on voit ce qui est assez curieux dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. On voit bien qu'à la fois, il y avait tout ce délire. Aujourd'hui, vous savez, alors là, pour le coup, la philosophie à 3 balles en Californie, c'était d'imaginer, si vous voulez, que effectivement, puisqu'on va pouvoir faire un métavers, puisqu'on va pouvoir faire un univers numérique où les gens y vivront mieux que dans l'univers physique, on en finissait par dire que, en fait, l'univers physique lui-même n'était jamais qu'un univers numérique dont on ignorait la véritable réalité numérique. Et ça passait dans certains milieux californiens pour le nec plus ultra de la philosophie. Alors, dites ça aujourd'hui à un Ukrainien, je crois que ça va avoir du mal à passer. Ça va avoir du mal à passer. Et en ce sens-là, il y a bien une forme. Alors, effectivement, c'est une histoire rabougrie, c'est une histoire réduite à la violence. Et effectivement, dans le retour de la guerre, moi, si on m'avait dit il y a quelques années qu'il y aurait un conflit touchant un des acteurs majeurs nucléaires, c'est quelque chose que je n'aurais pas cru possible. Et manifestement, vous l'avez vu, jusqu'à une date très récente, y compris d'ailleurs le gouvernement ukrainien, personne ne pensait que c'était possible. Et quand il y a un peu plus d'un mois, dès décembre, quand les Américains ont commencé à nous informer sur le regroupement des troupes soviétiques, ils avaient des indices qui montraient que ce n'était pas forcément pour des manœuvres. Il y avait des hôpitaux de campagne qui commençaient à s'installer. On ne va pas faire un hôpital de campagne si on prétend simplement à des manœuvres. Eh bien, nous autres Européens, on ne l'a absolument pas cru. C'était quelque chose, faire la guerre, c'était effectivement quelque chose qui nous paraissait absurde. On avait en quelque sorte sublimé la violence par l'économie, sublimé la violence par le numérique, et la voir revenir dans sa présence physique et son horreur physique était quelque chose qui paraissait absurde et impensable. Alors, bon, cette idée de retour de l'histoire, c'est pas sympa pour un historien parce qu'effectivement, c'est réduire l'histoire à cette dimension de violence. Mais pour les historiens sommaires que nous autres philosophes sommes, disons, ça colle mieux, quoi. Il y a bien quelque chose là qui semblait pouvoir convenir. Et c'est vrai qu'avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si vous voulez, le métavers de Google apparaît dans son absurdité totale. Et effectivement, alors pire encore, aller imaginer qu'on va se sauver dans une planète refuge qui serait la planète Mars. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis que la guerre a commencé, personne n'en parle. Ce qui est d'ailleurs une bêtise totale. Si jamais on arrivait, entre guillemets, à terraformer Mars, à peine on aurait fini, il faudrait recommencer parce que la masse de Mars ne permettrait pas une atmosphère ressemblant à la nôtre de se maintenir. Mais d'une certaine manière, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à la fois fait en quelque sorte tomber un rideau, nous ramène d'un côté à cette violence, mais en même temps avec les suites probables malheureusement de ce conflit, notamment en termes de blé et de blé tendre. Vous savez que l'an dernier, c'est la première année, alors là pour des raisons climatiques, où il y a eu un problème de production de blé dur, donc le blé pour les pâtes au monde.
et notamment avec le continent nord-américain, la Russie justement, et un tout petit peu la France. Et là, on risque de voir à la fois pour des raisons de logistique et peut-être derrière pour des raisons de production, sans d'ailleurs savoir de quoi l'été sera fait, il risque d'y avoir un problème de production, en tout cas au moins de disponibilité de blé tendre. Et si vous regardez effectivement le second rapport du GIEC, je vous rappelle, le GIEC, c'est 3 groupes de travail. Il y a un groupe sur les bases physiques qui a rendu son 6e rapport au début du mois d'août, et vous avez vu, personne n'en a parlé. On a à peine évoqué pendant une journée, ça a disparu. Là, effectivement, le 2e rapport arrive à peu de choses près en même temps que la guerre d'Ukraine. On en a encore moins parlé, mais ce rapport-là met bien en évidence la fragilisation avec les événements extrêmes de nos conditions d'existence, d'une part, et d'autre part, justement, l'ensemble des événements extrêmes, qu'il s'agisse de vagues de chaleur, qu'il s'agisse de vagues de sécheresse, qu'il s'agisse d'inondations, qu'il s'agisse de perturbations des mécanismes des saisons, puisse s'agir aussi de cyclones pour d'autres raisons. Tout ça va converger vers une fragilisation de nos capacités à produire de l'alimentation. À ça, vous ajoutez le phénomène de la chaleur humide. Et ça, c'est un phénomène qu'on a mis en évidence il y a quelques années. Le premier papier qu'on voit arriver dans la littérature là-dessus, c'est 2014. Et là, c'est bien présent dans ce rapport 2. Et ça veut dire quoi, la chaleur humide? Eh bien, c'est par certains côtés, nous sommes un peu des machines thermodynamiques, c'est-à-dire qu'on doit maintenir une température intérieure de 37 degrés, on doit la réguler. Et effectivement, quand on se trouve dans une chaleur de 35-36 degrés, mais avec une hydrométrie de moins 80%, la marge que l'on a avec sa transpiration, avec l'évaporation de sa transpiration pour réguler sa chaleur interne, évidemment, elle est extrêmement réduite. Et plus le degré d'humidité augmente et plus la chaleur augmente, eh bien, en fait, le temps que vous allez pouvoir passer dehors sans un refuge, soit plus sec, soit moins humide, et l'idéal, moins humide et plus sec, eh bien, le temps se réduit. Et donc, ça veut dire que cette perte d'habitabilité, ça veut dire que le temps qu'on peut passer dehors, et notamment à des activités physiques, est un temps qui se restreint. Et donc, si vous montez en chaleur, en humidité, eh bien, c'est même pas un temps qui se restreint. C'est-à-dire qu'on peut pratiquement pas être dehors. Ce phénomène s'est produit cet été. Je n'y attendais pas du tout. On s'attendait plutôt à ça pour la seconde moitié du siècle. Puis derrière, vous avez la réduction des terres habitables par la montée du niveau des mers d'un côté, et d'autre part, effectivement, si on monte trop dans l'évolution de la température moyenne, eh bien, la part de la superficie de la Terre aujourd'hui qui connaît une moyenne de température de 29 degrés, c'est 0,8% de la surface habitable, eh bien, ça pourrait devenir beaucoup, beaucoup plus important si on monte, si vous voulez, dans les fameux scénarios du GIEC. Donc, faire la guerre, entamer une guerre, quand on est confronté à un tel défi, paraît quelque chose de totalement cinglé. Mais si vous lisez ça comme une anticipation aux difficultés que cela peut poser et une espèce de stratégie des empires pour faire face à cette planète, ce qui peut apparaître absurde recouvre une forme assez baroque, je vous le concède, de rationalité. Mais dans ces cas-là, on peut se demander et s'interroger sur notre espèce. Alors, vous savez, les biologistes parlent d'impasse évolutive. L'impasse évolutive pour une espèce, c'est lorsqu'une espèce développe certaines qualités, elle les surdéveloppe à tel point que ces qualités, entre guillemets, vont fragiliser ses conditions d'existence. Donc, si vous regardez du côté de l'Homo poutinensis, vous avez une association absolument terrible entre le cerveau reptilien et les capacités de calcul. Et là, vous avez l'expression absolue d'une impasse évolutive radicale.
Alors j'espère que le reste de l'humanité, alors comment je n'en sais rien, mais ne va pas se laisser faire. Et cette situation est d'autant plus tragique que si vous regardez, et pas simplement dans nos pays, si vous regardez ce qui était en train d'émerger du côté de la jeunesse, c'est au contraire un surcroît de solidarité, un surcroît de conscience des difficultés, une volonté ancrée dans leur propre mode de vie, au moins partiellement, de sobriété, un rejet de ce qu'avait été la décolonisation. Et ce n'est pas vrai que de nos étudiantes et étudiants de nos villes européennes, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette enquête que le Lancet avait publiée à la mi-septembre dernier, où ils avaient interviewé 10 000 jeunes. Et dans ces 10 000 jeunes, c'était 10 000 jeunes sur 10 pays. Et dans ces 10 pays, vous aviez le Brésil, l'Inde, le Nigeria et les Philippines, c'est-à-dire pas les pays anciennement industriels. Au terme de cette enquête, il apparaissait que 3 jeunes sur 4 décrivaient, compte tenu de ce que je viens de dire, comme effrayant leur avenir, mais qu'en même temps, les valeurs partagées étaient assez proches de celles que je viens de désigner. C'est-à-dire, c'était carrément une espèce, on assiste à une sorte de gigantomachie. Et on revient dans un monde d'une binarité absolument extraordinaire. Avec des cinglés qui, passez-moi l'expression, mais veulent tout détruire. Et au contraire, une humanité émergente, plus jeune, affichant et des valeurs et des qualités qui, au contraire, seraient plutôt l'honneur de l'humanité. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire, je ne sais pas si l'historien peut nous éclairer sur l'issue de cette gigantomachie, mais en tout cas, nous sommes rentrés de plein pied dedans. Ça partait mal avec ton histoire de transpiration et de chaleur humide, mais je vois que tu te rattrapes et que finalement... Non, mais le constat est là. Moi, je me souviens d'un sondage qualitatif qui avait été effectué en France par le journal Libération au moment du premier confinement. Vers la fin du premier confinement, et les valeurs qui étaient plébiscitées, quel lapsus, qui étaient plébiscitées par le sondage, à plus de 80%, c'était effectivement des valeurs de solidarité, d'écologie, enfin bref, on élirait dans ce cas-là en France une espèce de mixte de Jadot, de Mélenchon à la présidence de la République, et Macron serait battu à plate couture, si c'était ainsi. Donc il y a quand même des ferments de véritable espoir, parce que, encore une fois, c'est le micro-social qui fonctionne très bien. Le macro-social, beaucoup de gens l'ont abandonné, le macro-politique. Parce que tenu par les lobbies, parce que dépendant d'intérêts financiers, parce que investi par des gens qui vont pas très bien dans leur tête, quand même. L'élection présidentielle en France, ça peut être psychiatriquement défini comme un appel aux dingues. Véritablement avoir un problème pour vouloir... Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et puis ensuite, on se retrouve avec des gens très limités intellectuellement, même s'ils jouent aux poètes et aux écrivains, qui ne parlent que de croissance, d'augmenter la production, d'augmenter le gâteau pour avoir plus de parts. Enfin, c'est ce langage-là qui est tenu par les pseudo-progressistes, marcheurs et compagnie. C'est absolument effarant. C'est d'une bêtise sans nom. Et tout aussi bête, c'est le fameux métaverse. Alors moi, j'ai rien compris à ce truc-là, vraiment. J'avoue humblement, ça me rappelle ce dont on parlait il y a une quinzaine d'années, qui était ce logiciel Second Life. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bon. Avec les avatars. Je ne comprenais pas à quoi ça servait, et je ne comprenais pas pourquoi des gens s'adonnaient à ça. Ça avait complètement périclité, disparu, et puis là, je vois ressurgir ça sous la forme du métaverse, et d'ailleurs, un des projets de notre président candidat, c'est de faire émerger un métaverse européen. Bon. Toujours pas compris, mais pour moi c'est l'équivalent de Mars, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui est un raisonnement absolument imparable et génial. La seule planète à des millions d'années-lumière à la ronde qui est habitable pour le vivant, on la détruit jusqu'au bout pour aller ensuite investir une planète radicalement inhabitable. Idée de génie qui est proposée et propulsé, là encore, par des gens qui s'envoient en l'air, littéralement, avec des fusées aux formes tout à fait évocatrices de leur propre psychologie, et qui, pour un bilan carbone absolument désastreux et des prix délirants,
permettent à des milliardaires d'être un peu géostationnaires pendant quelques heures. Enfin, c'est absolument ridicule. Mais en tout cas, d'un point de vue, on va dire, culturel, d'un point de vue des représentations, c'est intéressant parce que c'est une manière d'envisager les choses que j'ai baptisée illimitisme. Hein. C'est une volonté de nier notre limite, nos limites et de nier notre finitude. Et cet illimitisme-là, qui nie que le ciel soit lui-même la limite. Hein. Vous vous souvenez des traders des années 80-90, au temps glorieux de l'argent qui coule à flot, on disait only sky is the limit. Ben là, le ciel n'est même plus la limite. On va aller au-delà avec ces fusées de milliardaires. Et cet illimitisme-là, c'est une manière de nier les limites du système géoclimatique, de lier les limites également de notre propre humanité. Et c'est en ça que je reviens à l'histoire et au retour de l'histoire. Parce que il n'y a pas que les philosophes qui sont stupides sur cette question-là. Les historiens aussi. Moi, il m'est arrivé quand même de discuter avec des collègues qui me disaient qu'il n'y avait d'histoire que de la guerre. Il n'y avait d'histoire que de la violence. C'est très curieux de raisonner comme ça. Moi, je trouve que la paix, c'est vachement bien. Et c'est très difficile, la paix, en plus. Et c'est un objet d'histoire magnifique. Et encore une fois, c'est la texture de notre vie, c'est la trame de notre vie. Lire, habiter et vivre le temps, en humain, en être humain. Et un être humain, normalement, il est conscient de sa finitude. Et là, on rejoint l'histoire. Et elle est là, l'histoire. Parce que la finitude, c'est l'historicité. C'est le fait d'être historique. C'est le fait d'avoir un début et une fin, et de le savoir, d'en être conscient. Et là, on est dans l'histoire. Et l'histoire, c'est ça. Donc l'histoire, elle n'est pas partie, elle n'est pas revenue, parce qu'un autocrate a lancé des chars d'assaut. L'histoire, c'est véritablement notre être humain, notre être au monde qui est défini par cette conscience de la finitude, cette conscience de notre vulnérabilité qui devrait vraiment être ontologique, qui devrait vraiment nous structurer pour éviter qu'on fasse trop de bêtises, pour nous permettre de bien voter et de ne pas mettre à la tête des États ou tolérer à la tête des États des gens effectivement qui allient, comme tu l'as dit, non seulement une incapacité profonde de réflexion sur, on va dire, les grands enjeux, et effectivement une capacité de calcul maintenant quasiment illimitée. En plus, avec la révolution quantique qu'on nous annonce, là, ça va être encore plus la fête. Mais cette incapacité à réfléchir sur les fins et à ne calculer que les moyens et à les calculer tout le temps, il y a un philosophe des années 30 qui l'avait très bien perçu, ça, c'est Heidegger, qui montrait qu'il y avait vraiment une disproportion qui pouvait être fatale à l'humanité entre précisément cette stupidité philosophique et intellectuelle profonde et en même temps cette machine calculatoire qui obéit à un principe de radicalisation cumulative, parce qu'une fois qu'il y a quelque chose, il en faut plus, et puis toujours plus, on ne sait pas pourquoi, mais il faut plus de croissance. Moi, j'entends ça tous les jours, qu'il faut plus de croissance. Dans le débat politique français, c'est absolument effarant. Il n'y a que quelques candidats, deux peut-être, qui ont une conscience que tout cela est absolument stupide, et que cet illimitisme, qui est une manière désespérée et stupide de sauver le prométhéisme des Lumières, en gros, de sauver cet espoir d'une incrémentale, d'une croissance continue et d'une augmentation continue, dont certains ne peuvent pas se détacher à tel point qu'on a l'impression qu'ils sont toxicomanes à cette idée-là. Eh bien, il y a peu de gens qui arrivent à remettre ça véritablement en cause. Juste quelques petites réflexions complémentaires, mais je voudrais faire un parallélisme, cette fois-ci, c'est pas entre nazisme et stalinisme, mais c'est un parallélisme entre Elon Musk, d'un côté, et Vladimir Poutine, de l'autre. Deux génies, absolus, mais effectivement qui chacun exprime un génie plus large, un génie national plus large. Donc Poutine, vous l'avez compris, c'est la force brute. On a des problèmes de biodiversité, on a des problèmes de climat. Lui, paf, il envoie des missiles, il écrase les gens dans le sang, etc. Et donc là, on a une espèce de virilisme absolu à la mode soviético-russe. C'est vraiment l'ours et sa patte. Mais si vous regardez du côté d'Elon Musk, je suis vraiment désolé. C'est vraiment le même genre d'animal. Là, il ne va pas détruire les villes ukrainiennes, mais détruire le ciel, en voulant y envoyer des milliers de satellites. Il veut
Et le numérique, on s'est aperçu que quand même, si on ne le civilise pas, si on ne le maîtrise pas, c'est franchement pas ce qui a rendu les populations plus intelligentes. Vous savez même qu'à l'échelle internationale, on repère depuis quelques décennies une baisse régulière du QI. Bon, le QI, c'est peut-être une mesure qu'on peut discuter, mais de manière homogène, quand partout ça baisse, ça veut sans doute dire quelque chose. Et vous avez un paysage de l'information qui est devenu carrément incompatible avec une vie démocratique. Et c'est la même chose. C'est la même volonté de destruction. Donc, de part et d'autre, vous avez la même, une figure en tout cas analogue du milliardaire tout-puissant, destructeur de la planète. L'un va même jusqu'à détruire le ciel, l'autre est plus au ras du sol. Mais vous avez le même imaginaire destructeur. Beaucoup de gens ici vont admirer Elon Musk, de l'autre côté, ils admirent Poutine. Je vous l'ai rappelé, avec le sondage de tout à l'heure. Mais derrière, il y a le même virilisme stupide. Et il y a le même, par certains côtés, le même déni du défi qui devrait normalement être celui du genre humain. Vous voyez Voilà. comment on passe facilement de l'augustinisme au léninisme. Et moi, j'y vois un motif d'espoir réel. Alors, je te laisse finir pour nous redonner un petit peu le moral et me le redonner à moi-même, s'il te plaît. Non, mais le temps maintenant est au dialogue avec la salle, plutôt. C'est à vous de nous redonner espoir. Donc des micros circulent dans la salle, je vous prie de lever la main. J'ai une main qui se lève juste ici. Peut-être monsieur, juste là, au milieu. Du coup, oui, on avait, si j'ai bien compris, ouais, l'espoir se situerait plutôt dans le micropolitique, parce qu'on a parlé de ce concept micropolitique, macropolitique. Et moi, la question qui m'est venue, du coup, c'est est-ce que pour le monde de demain, on peut imaginer un monde beaucoup plus micropolitique, voire finalement se débarrasser un peu de ce macropolitique qui ne fonctionne pas, en fait. Et est-ce que l'histoire peut nous donner des exemples de ça? Est-ce que l'histoire peut nous guider là-dedans? Bon, j'irai pas un petit peu dans l'extrémisme d'une anarchie, mais en tout cas, voilà, la question est posée. En tout cas, c'est un constat qu'on peut poser actuellement. La corrélation qu'il peut y avoir entre le désintérêt pour les grandes messes démocratiques, que je ne, un désintérêt qui ne me réjouit pas hein, personnellement, mais qu'on doit constater, la plus forte abstention lors des scrutins, le désintérêt pour les élections et pour des pouvoirs qui s'auto-intitulent souverains, mais qui s'avèrent assez peu souverains face à des enjeux qui les dépassent. Corrélation donc entre ça, cette désaffection de la vie démocratique, et en même temps des changements de vie, des réflexions, des réinstallations, la démétropolisation par exemple, c'est un phénomène très, très clair en France. Hein. Entre les deux derniers recensements, la ville de Paris, intramuros, 2 millions d'habitants, a perdu 55 000 habitants. C'est incroyable. 55 000 habitants sur 2 millions, c'est beaucoup. Ce sont des phénomènes qui ont été évidemment accélérés par la pandémie, mais qui préexistaient déjà. Et je veux voir aussi d'autres motifs d'espoir hein, dans toute la litanie d'horreurs qu'on énumère depuis tout à l'heure. L'industrie ou le commerce qui a le plus cru en France, en tout cas depuis mars 2020, depuis le début de la pandémie, c'est le livre. Voilà. Les gens lisent de plus en plus, s'interrogent de plus en plus. Peu importe ce qu'ils lisent au fond, hein, mais le simple fait d'être confronté au langage, un langage articulé, de soi-même avoir ce dialogue intime, recueilli au fond avec la parole d'un autre, et de s'interroger sur soi-même, bien là pour le coup c'est un vrai motif d'espoir. Bon, il y a aussi les yachts et les Ferrari hein, qui ont explosé, mais bon, je ne veux pas donner du grain à moudre à Dominique parce que sinon il va être insupportable toute la soirée.
apporter un petit complément quand même. Enfin, première leçon, si vous voulez, des horreurs du temps, c'est que plus vous avez un pouvoir vertical, et donc moins ce pouvoir est démocratique, moins il est collégial, et plus la possibilité de la dérive est grande. On ne voit pas le Conseil fédéral devenir facho quand même. Bon, pour que ça marche, il faut le pouvoir d'un seul. Et là, franchement, ça marche très bien, que ce soit Xi Jinping ou d'autres, ou Poutine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la question de l'échelle. On y est très attaché dans ce pays, mais effectivement, plus l'échelle politique est grande et plus le lien avec le citoyen se distend et plus la possibilité de la dérive solitaire est grande. Maintenant, il y a aussi peut-être quand même une illusion dans le micro-politique. On l'a vu en France avec l'épisode des Gilets jaunes, avec la revendication du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, qui en général était lié à un fantasme sur les votations. Si vous regardez les votations depuis qu'elles existent, le nombre de votations qui touchant des enjeux économiques ont été acceptées, c'est une infime minorité, comme vous le savez. Et puis, on doit voter 4 fois par an, en gros. Le Parlement français, c'est 2000 décisions législatives par an. Donc, s'il fallait instaurer un RIC, il faudrait voter plusieurs fois par jour. Donc il y a un petit problème quand même. Donc en fait, il y a une espèce, si vous voulez, de, comment dire, peut-être de... On est dans une phase un peu particulière où effectivement on met à distance, on ne croit plus nos grandes instances politiques, et donc du coup on va fantasmer simplement le micropolitique. Moi je pense que le balancier va trop loin dans un autre sens. Il y a quand même une démographie qui n'est pas négligeable à l'échelle de la Terre, et me semble beaucoup plus important la question des échelles, et ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Parce que de toute façon, même si on fantasme comme ça, je ne sais pas moi, le municipalisme libertaire d'un Murray Bookchin, au bout d'un moment, vous allez quand même devoir refaire des configurations plus grandes avec cette même question de l'éloignement. Donc voilà, moi, ok, il se passe quelque chose de très important à l'échelle micro, ça c'est clair, mais il faudra bien un jour qu'on arrive à réenchasser le micro dans des échelles plus grandes pour vraiment arriver à véritablement infléchir le mouvement social de manière générale. Ouais, sur votre gauche, ouais. Alors, après une référence à Kant, une référence à Heidegger, et il me semble un joli clin d'œil au Parménide de Platon, je me permettrai de continuer sur cette lancée philosophique. Je pense que ce soit devant le massacre en Ukraine ou le massacre d'ailleurs de notre environnement, je pense qu'il y a un fort sentiment d'impuissance. Alors, certains passent aussitôt de l'impuissance à l'acceptation, et d'autres passent de l'impuissance à la révolte. Et donc, d'où la note philosophique, Camus nous dit bien que la révolte est une source d'espoir, mais la révolte aussi peut très vite dégénérer si elle ne porte pas de valeur. Et donc, je reviens à ma question, en tant que penseur, en tant que philosophe, en tant qu'historien, quelles sont les valeurs, quel est le grand récit, autrement dit, qu'on veut porter de l'avant pour s'assurer que les révoltes à venir, et j'espère qu'il y en aura, sinon on est mal barré, ne dégénèrent pas comme ce fut le cas dans les exemples étudiés par Camus dans la première moitié du XXe siècle. Merci. Je vais commencer en parlant de toi. Dans son dernier livre rédigé avec Sophie Swatton, Dominique parle du paradigme qui nous régit. Ce paradigme, en gros, c'est le paradigme galiléo-cartésien, qui est celui d'une réification de la res extensa, de ce qui nous entoure, de la chose étendue, qui est manipulable et qui est l'objet de notre action et de notre production. Donc un paradigme externalisant, objectifiant et productiviste. Et changer de paradigme, ça peut permettre
de donner un sens, un contenu, des limites et une direction à la révolte. Et ce changement de paradigme, c'est d'enfin penser que il faudrait peut-être dépasser l'opposition, hélas illustrée par un grand penseur français, entre la res cogitans, la chose pensante, moi, et la res extensa, ce plancher que je peux fouler, défoncer, brûler ou cirer, peu importe, il est là et j'en fais ce que je veux. Eh bien, aller au-delà de cela, en essayant de penser l'insertion, l'intrication même de notre être humain dans un vivant qui dépend de nous. Heidegger disait que nous sommes le berger de l'être, au fond, c'était une très belle intuition que de dire ça. Nous sommes responsables et co-responsables de ce vivant qui nous entoure et que, effectivement, nous dévastons avec une opiniâtreté tout à fait remarquable depuis au moins 2 siècles, ça c'est certain. Pour apporter un complément, je vais reprendre le fil camusien de Camus. Le même Camus disait que l'enjeu de son époque, c'est beaucoup plus vrai encore de la nôtre, c'est la conservation. Conserver un climat qui reste favorable à l'épanouissement de la vie sur Terre, conserver la richesse du vivant, et puis on le voit, conserver notre propre humanité. L'enjeu de ces fascismes dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est ne pas conserver notre propre humanité. Et donc, par rapport à ça, disons, ça tempère un peu par rapport à la question de la révolte, entendons-nous bien. Le moteur de la révolte, c'est l'indignation. Et si on n'est pas capable de s'indigner, alors on accepte tout et c'est vraiment l'horreur. Après, c'est difficile, et la révolte, et plus encore la révolution, quand il s'agit de conserver. On n'a jamais eu à le faire. Les révoltes et les révolutions, en tout cas les révolutions, elles étaient là pour changer. Là, il faut à la fois qu'on change, mais en même temps, on doit conserver la viabilité de cette planète et conserver ce que notre humanité a su produire de meilleur. C'est les deux ensemble qui sont en quelque sorte en danger aujourd'hui. Et du coup, ça nous amène à avoir une réflexion sur la violence qui ne peut pas être celle d'un révolutionnaire classique. Et d'ailleurs, on a vu ce que ça a donné. Chaque fois, ces révolutions, elles ont fonctionné comme des machines darwiniennes à sélectionner les plus salopards. Ça a en général très bien marché. Et on en voit le résultat. Poutine, incompréhensible, sans les 70 ans de communisme intérieur. Bien en cheville avec ça. Il en est par bien des côtés un produit, et cet univers du goulag qui s'est surimposé à la société dans sa totalité, c'est l'héritage le plus durable de cette manière d'organiser la société. Donc c'est un défi vraiment gigantesque pour nous. Comment on va réussir à tisser ensemble indignation, révolte, et la maîtrise des moyens, et c'est très camusien aussi, de telle sorte que jamais les moyens ne deviennent contradictoires avec la fin. Et c'est vraiment le défi d'aujourd'hui. C'est le plus difficile qui soit. Et on voit d'ailleurs avec le conflit, aujourd'hui, le conflit ukrainien, d'un côté, si vous vous souvenez de la réaction avant même le combat, que la guerre ne commence, de Biden, disant de toute façon on n'interviendra pas, alors l'autre, c'était lui donner une totale licence. Et intervenir, c'est prendre le risque d'un dérapage. Et on est tous coincés là, et c'est extrêmement difficile. Mais c'est très, si vous voulez, c'est très illustratif de tous les combats qu'on a à mener. C'est franchement très, 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 très difficile. Pour une fois, on est vraiment obligé d'être très soucieux de la façon dont on va harmoniser les moyens aux fins qu'on veut poursuivre. Ce que dit Dominique, c'est très important parce que les révolutions classiques auxquelles on est tenté de songer lorsqu'on veut penser une révolte, ces révolutions classiques sont totalement solidaires d'un paradigme ou de valeurs ou d'un univers mental qui est effectivement prométhéen, productiviste, viriliste, volontiers guerrier, social-darwiniste également. On a vu le résultat avec Staline, par exemple. Là, il s'agirait d'opérer une forme de révolution culturelle, pour le coup,
changer véritablement de coordonnées mentales. Et ça me fait penser à cette phrase de Walter Benjamin qui revient sur cette expression, cette métaphore selon laquelle la révolution serait la locomotive de l'histoire. Métaphore léniniste, hein, pour le coup, avec cette exaltation du charbon, la vapeur, de la puissance, de la vitesse, de l'acier, etc., du progrès technique qui va propulser, hein, on le sait, la révolution, c'est les soviets plus l'électricité. Eh ben, c'est également une locomotive qui nous tire vers un avenir. Benjamin renverse les choses dès les années 30, hein, et il dit, voilà, non, la révolution, attention, c'est pas du tout la locomotive de l'histoire. La révolution, ça doit être le frein d'urgence de cette locomotive. Voilà. Et là, on voit qu'on change d'univers mental. Donc ça demande de faire beaucoup d'humanité, de lettres, de philo, avant de jeter des pavés. Mais ensuite, on peut y aller. Je suis pas sûr que... Je crois qu'il faut en même temps faut lancer des pavés et regarder. Effectivement, il n'y a pas la plage sous les pavés, mais la lutte est aussi un moyen heuristique de découvrir un autre monde. Et donc, on a parlé de micropolitique, de peut-être des illusions d'un municipalisme libertaire, mais pour moi, la linéarisation de l'histoire, quoi, l'escalade du progrès dont Walter Benjamin parle, elle commence aussi avec la circumnavigation du monde, le moment où l'Europe a fait le tour du monde et a imposé son temps, sa temporalité, et ceci à l'échelle macro, à l'échelle du globe. Et c'est peut-être là que le capitalisme naît vraiment, à l'échelle du globe. Et comme l'État, en fait, plus ou moins au même moment, l'État se globalise aussi. Et en fait, dans cette opposition micro-macro, État, marché, collectif, individu, je pense qu'on se trompe encore dans le sens où je pense qu'il nous faut globaliser à la gauche de l'État, disons, sans l'État, des expériences qui puissent ancrer et développer une écologie sans exploitation. Et ma question, en fait, c'est en questionnant l'écologie à un niveau macro et donc directement à un niveau de majorité politique, est-ce qu'on ne fait pas le jeu du tout doit changer pour que rien ne change? Voilà. Je pense que Dominique va vous répondre très précisément sur cette question, mais votre commentaire m'évoque quelque chose qui est, vous avez tout à fait raison, hein, sur la circumnavigation et sur l'appréhension dont la Terre, les terres connues ont été l'objet. Ça me fait penser à ces débats qu'il peut y avoir sur la notion d'anthropocène. Beaucoup de chercheurs... Alors, l'idée qu'on ait changé d'époque et que l'être humain soit devenu un facteur géologique est assez peu contestée désormais. Mais beaucoup de chercheurs contestent cette dénomination. Parce que, après tout, anthropos, ce n'est pas forcément toute l'espèce humaine et tous les représentants de cette espèce humaine qui sont responsables de la catastrophe. Et notamment, précisément, des populations extra-européennes auxquelles on a imposé quelque chose de l'ordre d'un productivisme prométhéen délirant et sans fin. Et c'est pour ça que beaucoup de chercheurs parlent, par exemple, de capitalocène, en disant que cette nouvelle période, elle est due à un système une vision du monde, à un rapport à l'étang, un rapport à l'existant qui est particulier, qui n'est pas propre du tout, qui n'est pas du tout un universel anthropologique, loin de là. On parle également de plantatiocène, parce que, de fait, la colonisation, cette fameuse circumnavigation et cette appréhension du monde, a transformé le monde et les terres conquises en gigantesques plantations.
Et qu'on n'est pas sorti de cette, sinon de cette économie, du moins cette mentalité de plantation qui considère un espace comme étant le lieu d'un rendement nécessaire à extraire par tous les moyens. Voilà. Oui, moi je crois qu'on a une sorte de, c'est toi qui en parlais, de révolution culturelle à faire, et elle est en cours. On voit bien que ces valeurs-là, elles sont très présentes dans la jeunesse. Et on a construit notre civilisation quand même, et depuis très longtemps, on pourrait même remonter au néolithique, sur la question de la domination et de la maîtrise. Et de la domination à la maîtrise, on est allé à l'un. Ce qu'on appelle un totalitarisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir pyramidal et on a une société qui doit être en miroir de l'unité du pouvoir. Et on doit refuser toute forme de diversité. Dans une période comme la nôtre, où on va devoir tâtonner, et sans doute tâtonner très longtemps, je dirais que ce qui devrait au contraire se développer, c'est rigoureusement l'inverse. Ce n'est pas forcément un État absent, mais c'est un État au contraire qui est le garant de la possibilité d'une expérience sociale, d'une expérimentation sociale permanente et très diverse. Et en dehors de ça, effectivement, c'est tisser un nouveau récit qui est plutôt un récit de l'harmonie, à la fois entre nous, de l'harmonie avec le vivant, de retrouver, et à chaque fois, la figure qu'on doit mettre à distance, c'est la figure du maître, et c'est la figure de la domination. C'est la raison, par exemple, pour laquelle tout ce qui est écoféminisme est devenu effectivement, dans la pensée écologique, quelque chose de très important. Parce que ces modes de pensée pointent cette question de la domination. Et donc, le seul moyen d'empêcher la domination de revenir, c'est la pluralité. C'est le pluralisme. Et on peut voir dans les institutions ce qui peut garantir cette pluralité. Ça me semble très important. Et puis, au-delà de la question de la domination, une des raisons qui nous a amenés, nous autres occidentaux, à détruire le monde, c'est notre relation au travail. Vous savez que dans la Genèse, dans Genèse 2,15, Adam travaille au paradis. Et dans les termes hébreux, c'est bien les deux mots qui sont employés, c'est celui qui renvoie au fait de s'occuper des animaux et l'autre au fait de cultiver la terre. Donc c'était vraiment le travail tel qu'il pouvait exister à l'époque. Et la relation occidentale au monde, c'est une relation de travail-transformation. Et si vous regardez ce dont on est finalement capable à l'échelle de cette planète, nous autres êtres humains, qu'est-ce qu'on a su faire? On a su surdévelopper des flux au point de déséquilibrer les stocks, d'où partent et où reviennent ces flux, où on a su accumuler des macromolécules de synthèse, des métaux lourds, des plastiques, dans les différents milieux, y compris dans les graisses animales. C'est-à-dire que finalement, la nature, elle ne sait pas que faire de nos artefacts. Et pour revivre en harmonie avec cette nature, il faut qu'on réapprenne à produire moins d'objets, à aménager moins d'infrastructures, et par certains côtés, à ne plus avoir ce culte du travail. Moi, j'ai toujours donné cet exemple de ces mathématiciens japonais qui, lorsqu'ils avaient résolu un théorème, n'en tiraient évidemment aucune application pratique, ça aurait été quelque chose de salissant, mais ils allaient offrir leur théorème aux dieux. Eh bien, il faudrait qu'on réapprenne à offrir, je pense que je vais avoir un grand succès ici, avec la faculté de mathématiques, à réoffrir nos théorèmes aux déesses et aux dieux. Et à arrêter notre obsession du travail et de la transformation. C'est le geste de Grothendieck, c'est le geste d'Alexandre Grothendieck qui sort du système d'enseignement et de recherche en estimant que ça va trop loin et c'est devenu un canard sans tête, et qui se retire dans un village des Pyrénées pour faire des mathématiques dans son coin et arroser ses plantes. J'aimerais intervenir tout à fait autrement que toutes ces brillantes discussions que j'ai entendues. C'est que l'être humain est capable aujourd'hui de disséquer atomes. Aller dans l'ère quantique le plus petit, que presque personne ne comprend d'après eux-mêmes. Pourquoi nous ne sommes pas arrivés, et nous savons tous comment il faut faire pour
améliorer, ne pas détruire la Terre, et peut-être nous serons les dernières générations parce que nous sommes en train de détruire le sol Terre où nous habitons. Nous allons à la Lune. Pour quelle raison? C'est autre chose. Mais les neuroscientifiques se sont appuyés là-dessous en sachant que l'être, le cerveau de l'homme, sait comment faire, mais il ne peut pas le faire. Alors, ils ont étudié une partie du cerveau qui s'appelle le stratium, qui est une partie primitive de notre cerveau et qui, dès que vous avez quelconque plaisir, ça sécrète de dopamine, que moi je l'appelle hormone de plaisir. Et quand cette dopamine est sécrétée, par exemple, on le voit, c'est supériorité, dominance. Vous parlez de M. Poutine. Là, il domine, il est maintenant dans le monde entier, on parle de lui. Il a une forte sécrétion de dopamine. Ce que M. Bush a fait en Irak, ce que M. Colin Powell a dit, le mensonge du siècle, armes de désarmement, de destruction massive, tout ça, ce n'est pas que ces gens-là, ils ont le pouvoir, ils veulent le pouvoir, ça veut dire sécrétion de dopamine. Et ça, c'est tout le temps une sorte de cercle vicieux, ça revient. Produire beaucoup, manger beaucoup, beaucoup de sexe, si ce n'est pas réel sexe, c'est sur Internet. 60 ou 70% de usage de pornographie, c'est sur Internet. Toutes ces choses, les neuroscientifiques se sont appuyés là-dessous pour dire que c'est notre évolution qui a fait ça. Et nous sommes en train d'être évolués dans ce sens et nous détruisons notre... Donc, le seul moyen qu'eux, ils voient, les neuroscientifiques, ils disent qu'il faut développer la conscience qui a à faire avec notre cortex cérébral. Ça veut dire notre cerveau le plus évolué parmi tous les vertébrés. Et cette partie-là est réveillée pour que notre cortex domine la partie qui sécrète dopamine. Et pour ça, je vous propose de poser votre question, peut-être. Nous sommes en train de faire. Mais probablement, c'est impossible, car l'homme évolue comme ça, à un début et un fin, et nous serons les dernières générations. Merci. Merci, madame. Je pense que je serai un petit peu moins déterministe et réductionniste que vous. La dopamine, c'est peut-être important, mais en l'occurrence, vous posez une vraie question au départ. Comment se fait-il qu'on arrive à des prouesses scientifiques et cognitives impressionnantes et qu'on ne prenne pas les décisions les plus élémentaires et les plus nécessaires? Moi, je raisonnerais plutôt en termes de rapports sociaux, de rapports de force et d'acteurs sociaux. En l'occurrence, il y a des intérêts en jeu, tout simplement. Et ce ne sont pas que des dictateurs ou des présidents mal inspirés, chargés en dopamine, qui vont prendre telle ou telle mauvaise décision ou ne pas prendre les bonnes. Ce sont tout simplement des gens qui sont soutenus, mais ça peut changer. Et c'est là aussi qu'il y a un motif d'espoir, qui sont soutenus par des intérêts puissants qui n'ont pas intérêt, précisément, à court terme et à moyen terme, à ce que ça change. Mais là aussi, ça peut, le système peut se renverser pour les mêmes raisons. On le voit très bien dans l'évolution des politiques assurantielles et des polices d'assurance. Les assureurs ont un très gros problème depuis quelques années. Ils doivent payer des sommes folles à cause des dégâts écologiques. Eh bien ça, c'est quelque chose qui va peut-être commencer à faire réfléchir des acteurs véritablement puissants et véritablement influents, pas du tout pour les bonnes raisons, c'est pour de très mauvaises raisons, c'est pour garder leur fric. Mais à quelque chose, malheur est bon. Et puis là, on a cité beaucoup de philosophes, revenons à Leibniz. Après tout, les voies de la théodicée sont impénétrables. Et si donc l'intérêt le plus sordide, le plus vulgaire, le plus affreux pour l'argent, du côté des compagnies d'assurance peut amener à quelque chose de bien par des pressions monstrueuses exercées par ces gens-là sur les gouvernements, bah, tant mieux, tant mieux. Alors si l'histoire n'a peut-être pas de fin, mais notre temps malheureusement arrive à son terme, nous aurions certainement beaucoup de plaisir encore à écouter nos deux invités et je tiens simplement à vous proposer de les remercier très fortement et de vous remercier de votre présence également.